notre grille d'analyse d'état d'esprit, d'accord, selon ce que nous on envisage, je vous rappelle. C'est à nous de tirer nos hypothèses. Ok, on ne pourra pas les faire à notre place. Et après, dans tous les cas, bah, ça se vérifiera ou non par la suite quand on aura réalisé quelques tests. D'accord. Donc, toujours dans cette phase de recherche, maintenant que l'on a donné nos grilles des états d'esprit, hein, on se rappelle dans le cahier des charges par la suite, évidemment, quand vous compléterez, parce que je vous ai dit, cette semaine est un petit peu complexe du fait qu'on doit faire 2 semaines en une. Donc, c'est aussi pour ça que les durées de mise en pratique sont légèrement réduites sur certaines parties pour qu'on y accorde un peu plus de temps à d'autres. D'accord. Donc, sur cette partie de recherche, on a ensuite, une fois que celui-ci a été réalisé, on a ensuite besoin de vérifier, façon de parler, mais en tout cas de clarifier, on va plutôt dire ça comme ça, d'accord, certaines choses de nos hypothèses avec des interviews, d'accord. Alors les interviews en question, c'est aussi pour ça que j'ai réduit le temps, parce qu'en soi, je vous rappelle que on a toute la semaine pour bosser dessus, hein, donc s'il y a un truc que vous n'avez pas pu finir là tout de suite, vous pourrez le continuer par la suite jusqu'à vendredi, d'accord. Donc, on a du coup différentes façons de faire des interviews. Et vu que là en plus on est en confinement, ça peut être assez réglé. Mais de manière générale, on a deux façons principalement de faire ces interviews. D'accord. L'objectif étant de connaître dans un premier temps les habitudes de vos utilisateurs et ensuite de faire valider les contenus et les fonctionnalités. D'accord. C'est ça les deux objectifs qu'on veut atteindre avec ces interviews. Et ces interviews, quand on va aller à la rencontre des utilisateurs, hein, soit en direct, soit via des questionnaires en ligne, auxquels on donne l'URL à nos potentiels clients ou à nos potentiels testeurs, on peut le faire de deux façons. Soit en fait, on va utiliser ce qu'on appelle très souvent évidemment, ça se fait sous forme de questionnaire, hein, d'accord, c'est l'objectif d'une interview. Soit on fait des réponses libres, pardon, excusez-moi. Donc c'est-à-dire qu'on va, comment dire, faire une grille de 5 questions. D'accord, on va avoir 5 questions. Et en fait, l'entretien avec la personne que vous avez en face de vous va évoluer selon les réponses qu'elle vous donnera. D'accord. Alors, on n'est absolument pas dans une idée de QCM. Hein. D'accord. C'est absolument pas ce qu'on fait. Hein. Si jamais la personne que vous interviewez, comment dire, elle est trop sur du oui et non, hein, grosso modo, elle l'utilise un peu trop souvent, c'est pas assez ouvert, parce que si ça s'appelle libre, c'est qu'elle peut dire librement ce qu'elle veut. Hein. Et on n'est pas en train de faire un jeu ni oui ni non. Donc elle peut parler, d'accord. Il faut même qu'elle parle. Donc si jamais vous vous rendez compte que vous décidez peut-être un jour de faire un interview libre et que la personne utilise un petit peu trop cette méthode, vous n'hésitez pas à lui demander de justifier en lui demandant pourquoi. D'accord. Et n'hésitez pas peut-être même à le faire plusieurs fois. Par contre, bon, le faites pas trop non plus, parce que après ça devient assez compliqué. D'accord, ça devient même agaçant de le faire. Donc, quand vous lui demandez pourquoi, soyez aussi bien sûr des moments auxquels c'est pertinent de vraiment le demander. D'accord, ça sert à rien un peu d'en abuser parce que sinon on n'est plus du tout sur une idée d'interview libre. D'accord, bon. En tout cas, libre, on a dit 5 questions de base et après, évidemment, l'interview va évoluer selon les réponses que vous aura donné l'interlocuteur. Le second étant ce qu'on appelle le semi-directif. Alors, le semi-directif est un petit peu plus compliqué, même si c'est celui qui est le plus utilisé, parce qu'il demande quand même beaucoup plus de temps, que ce soit en termes de préparation ou d'exécution. Il est beaucoup plus lourd à mettre en place. Et on va voir du coup pourquoi et comment ça se fait. Alors, cette interview, de manière générale, hein, d'accord,
va durer sur une trentaine de questions. Sauf que les 30 questions, vous vous doutez bien, elles ne tombent pas du ciel. Il faut les écrire. Et c'est nous qui allons les écrire selon ce que l'on veut savoir. D'accord? Vu qu'on est en train de créer le projet, c'est nous qui allons déterminer les questions à poser aux utilisateurs pour avoir des réponses à nos questions selon le projet. Donc, quand on présente quand on crée ces différentes questions, ce qui dure entre 1 et 3 heures, hein, d'accord, le fait de dresser cette grille de questions, on va suivre un certain ordre. C'est-à-dire que quand on fait ces questions-là, on va évidemment déjà faire une petite introduction, histoire de préciser à la personne un petit peu le contexte, ce qui va se passer, ce qu'on attend. On lui explique un petit peu aussi le projet, pour qu'elle comprenne, d'accord. Ensuite, on lui demande de se présenter. Bon, un truc classique, un nom, prénom, voilà, d'accord. On le fait. Et arrivent ensuite les questions sur le projet. D'accord, c'est là qu'on va les lui poser, ces fameuses questions. Pourquoi il ne réagit plus? Non, bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Donc on lui pose du coup les différentes questions sur le projet. Alors bien évidemment, on ne va pas poser non plus tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que quand on va poser des questions sur le projet, on va quand même essayer de bien axer nos questions, dans un premier temps, sur le contenu du site, le contenu de ce qu'on veut mettre en place, d'accord, qu'est-ce que les personnes veulent comme type de contenu, etc. Mais aussi sur les fonctionnalités. Alors potentiellement celles que nous on pense déjà faire, peut-être leur demander des suggestions, pourquoi pas. Mais on le fait sur un principe d'entonnoir, d'accord. On part des choses les plus concrètes aux plus abstraites pour l'utilisateur. Et très souvent, on conclut ce genre de questionnaire par quelques questions ouvertes. On n'est pas obligé non plus d'en faire 500 000, mais genre, souvent, ça va être des questions du genre que pourrait-on apporter de plus selon vous je sais pas moi, qu'est-ce qui pourrait vous sembler plus utile, ou qu'est-ce qui pourrait en tout cas avoir selon vous une plus-value, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous aimeriez améliorer par rapport aux concurrents. On leur demande en fait, eux, la façon dont ils voient les choses. D'accord? Et volontairement, on veut des questions ouvertes, parce que dire oui ou non, c'est pas l'objectif. Puis on a dit que c'est pas un QCM, donc on n'est pas là pour faire des suggestions. C'est vraiment à la personne de nous donner ses réponses. D'accord? Mais rien n'empêche, en tout cas ici, dans ce type d'interview, qu'il y ait des questions qui soient entre guillemets fermées. Hein. Oui, non, peut-être, voilà. On peut bien entendu en avoir. Par contre, on va quand même essayer de mettre des questions ouvertes. Très souvent, on les met plutôt vers la fin. J'ai bien dit très souvent, ça ne veut pas dire que c'est une obligation, mais très souvent, c'est fait vers la fin. Mais il faut en mettre quoi qu'il en soit. D'accord? Donc, 1 à 3 heures pour ce qui est de la préparation, ok, du business, enfin, de l'interview en l'occurrence, et de son contenu. La deuxième étape, c'est bien évidemment d'interviewer les personnes en question. Alors, en règle générale, c'est une douzaine de personnes qui est au minimum, qui est interviewée. Mais comme on avait dit dès le départ, on pourrait très bien faire que 5 tests sur 5 personnes différentes. Enfin, pardon, excusez-moi, faire plusieurs tests, comme par exemple l'interview, qui est un des tests à faire. Donc, faire plusieurs tests sur 5 personnes, ça pourrait faire l'affaire. Très souvent, pourquoi est-ce que c'est 12? C'est juste parce que ça nous permet en fait de bien conforter des idées, mais aussi, et surtout, je pense même que ce serait plutôt ça, c'est que au-delà de simplement nous confirmer des choses,
ça va surtout nous permettre de les exprimer d'une autre façon. Parce que du coup, si les personnes s'expriment d'une autre façon, ça veut aussi dire que nous, on peut le percevoir d'une autre. Donc, ça nous permettra encore d'aller un peu plus en détail, voire plus en profondeur que les simples suggestions qui ont déjà été faites. Voilà pourquoi est-ce que très souvent, c'est une douzaine de personnes, en tout cas une dizaine minimum. D'accord? C'est justement pour cette idée de conforter encore plus les choses. Bien évidemment, ce genre d'interview, rien ne vous oblige à tout noter. Vous pouvez très bien, si vous le voulez, filmer ou enregistrer ce genre d'interview. Quoi qu'il en soit, je vous rappelle qu'il faut demander l'accord de la personne. Et pour le coup, je vous conseille, même si, comme ce qu'on... Pourquoi il me dit connexion? Attends, je suis plein. Bref. Comme ce qu'on avait vu en semaine de gestion, le simple fait de demander, qu'on entende votre demande d'enregistrement et la réponse suffirait. Bon, sauf que là, je vous conseille vraiment, faites en sorte d'avoir un papier et de le transmettre à la personne, d'accord, d'avoir quelque chose d'écrit. Ce sera quand même beaucoup plus pratique. D'accord. Mais c'est faisable, hein, d'accord. Il y en a qui le font en vidéo comme ça, donc c'est pas gênant. Quoi qu'il en soit, évidemment, c'est pas la vidéo que vous allez transmettre à votre client, c'est les comptes rendus, comme à chaque fois. Ce qui est du coup, eh bien, la troisième partie de ce qu'il faut faire, les conclusions. D'accord. Une fois que vous avez interviewé les différentes personnes, eh bien, il faut prendre tout ça en compte et en tirer quelques conclusions. Essayer de retranscrire le tout de manière fidèle, en analysant les réponses, essayer de mettre en place des statistiques, faites le tri. Bon, ça c'est, on va dire, un petit boulot d'analyste, mais ça fait partie du boulot de l'UX. D'accord? Il doit quand même investiguer tout ça, puisque ce sont ces personnes-là qu'il va chercher à satisfaire. Donc, il faut impérativement qu'ils les connaissent et qu'ils connaissent aussi leurs attentes. Sans quoi, il va avoir un peu de mal à bien faire les choses. Bon, ça c'était du coup notre partie interview pour ce qui était toujours dans la zone recherche. Et pour votre projet de fin d'année, il vous sera demandé de faire 2 interviews. D'accord? Donc en gros, vu qu'il y a de très fortes chances que vous ayez au minimum en tout cas, de cibles, d'accord, primaire et secondaire, voilà pourquoi est-ce qu'on vous demande de faire que ça. Parce que je vous rappelle, on est quand même dans un cadre scolaire. Donc je vous encourage déjà dans un premier temps, finaliser brièvement la cible sur laquelle vous venez de faire votre grille d'analyse d'état d'esprit, si elle n'est pas finie. Si vous n'en avez qu'une cible, c'est pour ça que j'ai dit d'abord principale et secondaire, et si vous avez le temps, faire 2 cibles. Évidemment, si vous n'en avez qu'une, bon, c'est pas un souci, c'est pas grave, là on s'entraîne, donc essayez de faire un questionnaire, bien évidemment, et on va être franc, là normalement il faudrait que vous ayez quelqu'un d'externe qui y réponde. Si vous passez vos questionnaires les uns aux autres pour essayer d'y répondre les uns des autres, ça ne servira à rien puisque le résultat sera tronqué étant donné du fait que vous avez tous une vision différente du projet et que vous n'êtes pas, et c'est surtout ça d'ailleurs le problème, c'est que vous n'êtes pas forcément les personnes, ou du moins les cibles de ce projet-là. D'accord? Donc voilà pourquoi est-ce que ce n'est pas forcément judicieux de vouloir faire ça, d'accord? Se passer les réponses aux autres, mais bon là dans le cadre, on va dire, d'apprentissage, je vais même être encore plus direct, répondez vous-même en fait aux questions, quoi. Vous mettez, vous évaluez le questionnaire, voilà, et après vous dites tiens, on va prendre voilà 6 principales, on va se mettre dans sa peau et on va supposer qu'est-ce qu'elle aurait pu répondre. D'accord? Est-ce que ça va pour le moment ou pas? Oui. Ok. Alors, on va pas forcément faire 30 questions, d'accord? Essayez bien évidemment d'en faire le plus possible, mais si vous arrivez déjà à en dresser une quinzaine, c'est déjà pas mal, ne serait-ce que pour avoir une idée. Par contre, quoi qu'il en soit, je vous suggère, essayez de faire en sorte quand même que dans vos questions, il y ait quelques questions ouvertes, d'accord? Pas que des questions fermées. Ça sera un petit peu embêtant.
Et faire une espèce d'entonnoir, c'est-à-dire de partir de questions générales et de plus en plus précises, ou ça peut C'est être... ça, en général, c'est souvent le cas. Comme ça permet en fait un petit peu à l'utilisateur de se poser, entre guillemets, dans le projet, tu vois, d'avoir un truc un peu confortable où voilà, ça y est, il intègre petit à petit les choses. Et plus les questions passent, plus on va être dans le plus précis et on va lui demander des trucs de plus en plus pertinents. Ok. On se donne encore 45 minutes. D'accord, donc on se retrouve ici à 15 heures. Je vous laisse retourner dans vos groupes si vous si vous avez besoin. Je vous rappelle que le groupe est déjà là pour ça, donc vous me signalez directement à l'intérieur et je viens du coup dès que je peux. Pas de questions? Non. Donc, je vous dis à tout de suite et n'hésitez pas s'il y a un souci à me mentionner. À toutes.